Merci beaucoup à tous pour votre présence à la Paris Cyber Week. Je m'adresse aussi aux personnes qui nous suivent en ligne, puisque cette conférence est diffusée en direct sur YouTube. Et d'ailleurs, pour les personnes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on pourra les transmettre aux intervenants à la fin de la session. Merci beaucoup aux intervenants. On est réunis pour une trentaine de minutes pour évoquer les enjeux de cybersécurité pour les TPE-PME et les enjeux de formation. Et justement, aujourd'hui, la FEVAD, cybermalveillance.gouv.fr et Google annoncent un programme de formation à destination des TPE, PME et dédié à la cybersécurité. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup de représenter ces structures à l'occasion du Cybermois. Donc nous avons Jérôme Notin, directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Bonjour. Bonjour. Nous avons François Monboisse, qui est président de la FEVAD, donc Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Bonjour. Et puis Sébastien Missoff, directeur général de Google France. Bonjour. Et justement, Sébastien, j'aimerais vous faire réagir sur quelques chiffres. Selon les chiffres du Syntec, 75% des cyberattaques visent des entreprises de moins de 500 salariés en France. Et pourtant, face à cela, seulement une entreprise sur 5 a mis en place une stratégie adéquate de cybersécurité. Comment vous réagissez par rapport à ces chiffres ? Donc, le sujet de la cybersécurité est un enjeu clé et l'est de plus en plus depuis quelques mois. Alors, il est clé aujourd'hui, puisque quand on voit les chiffres, en effet, c'est ce que vous évoquez, c'est 3 cyberattaques sur 4 qui ciblent des PME, TPE, donc elles sont au cœur de cette cible. Et on le voit aussi sur un certain nombre d'entrepreneurs. Je pense qu'on a tous autour de nous des histoires de personnes qui ont été touchées par ces sujets. Mon père a 90 ans et un certain nombre de ses amis se mettent aux emails et j'ai reçu un certain nombre d'emails un peu farfelus suggérant que leur adresse avait été volée. Donc on voit à quel point c'est un sujet qui nous touche tous et particulièrement les TPE-PME. Et puis de quelques mois, avec le confinement, les personnes ont passé de plus en plus de temps en ligne et on a vu ça avec un certain nombre de chiffres. On a vu que 19% des Français ont pour la première fois été acheter des produits en ligne qu'ils n'achetaient pas avant. Donc on voit une accélération de ces tendances. Et on voit donc parallèlement cette accélération sur ces risques autour du phishing. Je crois que sur le mois d'avril seulement, c'est 18 millions de cyberattaques liées à des sujets autour du Covid qui ont eu lieu dans le monde et qui ont été répertoriés. Donc de plus en plus de ces attaques. Et évidemment, elles ont un coût important. On parle de 700 millions d'impact pour l'économie. Donc c'est un sujet qu'il faut absolument prendre très au sérieux. Merci beaucoup. Et comment, en tant qu'entreprise, vous soutenez les PME dans ce contexte et à l'aune de la crise actuelle en particulier ? Alors, le premier sujet, c'est que notre action s'inscrit dans un sujet plus global d'accompagner les TPE, PME. Google, à travers ses solutions publicitaires, à travers le cloud, a permis à un certain nombre d'entreprises, pour la première fois, d'avoir accès à des solutions publicitaires auxquelles ils n'avaient pas accès. On a vu ça avec l'achat de mots-clés de façon très locale, en permettant cette démocratisation d'un certain nombre d'entreprises. Et donc à travers ça, on a passé beaucoup de temps à apprendre à les connaître et on a énormément investi dans un sujet qui revient régulièrement, qui est le sujet de la formation. Et donc depuis plusieurs années, on a ouvert des ateliers numériques un peu partout sur les territoires en France pour les accompagner, pour répondre à ces questions avec des formations gratuites sur un certain nombre de sujets. Alors spécifiquement, sur la cybersécurité, il y a 2 grands enjeux où on peut les accompagner. Le premier, c'est sans même qu'elles le sachent, en utilisant les solutions de Google qui sont cryptées, en faisant en sorte que les données qui sont là sont mises sur différents serveurs qui permettent de ne pas avoir toute l'information, en s'assurant que les informations sont systématiquement chiffrées de A à Z. Cela permet déjà que toutes les données qui soient là soient protégées pour ces PME, TPE. Et puis le deuxième sujet est de leur donner des outils, donc en plus de cette protection des infrastructures, des outils spécifiques qui peuvent les accompagner. Le premier est par exemple autour de double sécurité sur le mot de passe qui permettent à des PME de mettre cet élément-là qui empêche un certain nombre de phishing sur le vol des mots de passe. Et ensuite, nous avons un certain nombre de formations pour accompagner sur ces outils dans la vie quotidienne. Et justement, pour rebondir sur ces enjeux de formation, est-ce que vous pouvez revenir sur le programme que vous lancez avec la FEVAD et Cybermalveillance aujourd'hui ? Absolument. Donc, d'abord, c'est un partenariat qui nous tient à cœur.
on voit que sur tous ces sujets, on ne réussit que quand on le fait à plusieurs, ou chacun d'entre nous apporte une brique et une compétence un peu différente. Et on était particulièrement heureux de nous associer avec ce groupe. Et donc concrètement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place ces modules de formation autour de la cybersécurité qui vont être diffusés dans tous les ateliers numériques, ces lieux physiques qu'on a un peu partout en France, et sur nos sites internet pour permettre de toucher un maximum de ces TPE, PME. On va le faire aussi en collaboration avec vous, avec les chambres de commerce, pour aller toucher un maximum d'acteurs sur le terrain. Et on va essayer de faire des modules autour de 2 grands sujets. Le premier autour de l'e-commerce, sur les paiements, sur la sécurité, sur toutes les solutions autour de ces sujets. Et le deuxième autour du télétravail, de faire en sorte de protéger ces informations dans sa vie quotidienne, avec une tendance qui était évidemment accélérée tout particulièrement en 2020. Merci beaucoup Sébastien. Une toute petite digression, je réalise que je ne me suis pas présentée. Je suis Charlotte Radani et je travaille dans l'équipe des relations institutionnelles de Google. Merci Sébastien encore. Jérôme Notin, donc vous êtes directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Est-ce que vous pouvez revenir tout d'abord sur les actions du groupement contre la cybermalveillance ? Alors bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vais être assez rapide parce que dans cette salle, je reconnais quand même beaucoup de têtes connues. J'en vois même derrière la caméra. J'ai préparé mon petit bras d'humour. Rapidement, donc, nous sommes un dispositif d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Vous l'avez bien dit. On a été créé en 2017 et on a 3 missions principales. Donc, la mission numéro 1, c'est l'assistance aux victimes de cybermalveillance. Donc, on le fait à travers notre plateforme cybermalveillance.gouv.fr. Cocher toutes les cases, je pense, aujourd'hui. Donc, très rapidement, là encore, quand une victime ne sait pas ce qu'elle vit, elle vient sur notre plateforme, on va lui poser quelques questions en fonction du profil de la victime, c'est-à-dire qu'elle se déclare être un particulier, une entreprise, une collectivité. Évidemment, les questions vont être un petit peu différentes. À l'issue de ce parcours, elle va avoir un diagnostic et on a 3 types de sorties. Le premier type de sortie, c'est quand ce n'est pas technique. On l'avait vu l'année dernière, par exemple, avec le crypto-porno, le fameux mail « Vous êtes allé sur Internet, j'ai piraté votre ordinateur et si vous ne me donnez pas 200-300 € en Bitcoin, eh bien, je rediffuse ces vidéos à votre entourage. » Donc voilà, on va rassurer la victime potentielle, on va donc donner des conseils. La deuxième sortie qu'on propose quand l'État a déjà mis en place des choses comme par exemple sur du terrorisme, de la pédoporno, eh bien on va renvoyer par exemple sur Pharos, internet-signalement.gouv.fr, ou sur Signal Spam quand ça concerne du spam ou de l'hameçonnage. Et puis vraiment l'originalité de notre dispositif, des gens qui nous ont imaginé, était notre capacité de mettre en place, de mettre en relation avec des prestataires de proximité. Aujourd'hui, on a 900 prestataires de proximité sur l'ensemble du territoire national qui peuvent aider les PME, qui peuvent aider les collectivités, qui peuvent aider les particuliers lorsqu'elles sont victimes de cybermalveillance. Dès 2017, Google nous a fait le plaisir de rejoindre le groupement d'intérêt public, donc qui porte l'ensemble des missions que j'évoquais tout à l'heure. Donc Google a pu reprendre pour partie ce qu'on avait, nous, produit depuis le début du dispositif, à développer nos concepts, puisque sur nos messages de sensibilisation, pour ceux qui nous connaissent, et surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas, allez les voir, ils sont très simples, c'est une page recto-verso, on s'adresse vraiment au grand public, et évidemment, quand on veut faire de la formation, il faut détailler, il faut aller beaucoup plus loin. Donc voilà, on a été très content que Google nous propose de reprendre ces contenus, de faire un gros travail, donc d'aller beaucoup plus loin. Et puis sur la collaboration qu'on a eue ensemble, on a entre guillemets validé le fond, la forme appartient à Google. Nous, on ne va pas changer vos couleurs de logo. Je pense que vous avez suffisamment d'expertise à ce niveau-là et on ne va pas vous défier sur ces sujets-là. Même si on a lancé notre logo, pour ceux qui suivent les réseaux sociaux de notre dispositif, notre nouveau logo, je fais un petit clin d'œil à Yamina qui a piloté ça chez nous pendant la phase de confinement. Donc notre nouveau logo du dispositif, on l'a rendu public hier. Donc voilà, ce partenariat avec Google, il nous tient à cœur. La FEVAN, on travaille une fois de plus, comme je le disais, depuis de nombreuses années, 3 ensemble, et d'avoir cette possibilité de toucher un large public que nous, on a du mal à adresser, était une très très bonne opportunité pour notre dispositif. Et pourquoi justement vous avez du mal à adresser ce public qui ne perçoivent pas forcément l'importance de s'attaquer à ce sujet ?
Parce qu'on n'est pas Google déjà. C'est peut-être pas la réponse que vous attendiez, mais c'est un état de fait. On a moins de capacité à rayonner, même si on a des membres prestigieux. On a le ministère de l'Intérieur, on a bientôt d'autres ministères qui vont nous rejoindre, mais on a l'ANSSI bien évidemment. On attend le président du GIP, donc Guillaume Poupard, qui parfois de temps en temps est un peu directeur général de l'ANSSI. Il est surtout le président du GIP. C'est avec cette casquette-là qu'il va nous rejoindre. Mais voilà, on est une toute petite structure, on est 13 personnes, on a un budget qui est relativement restreint, même si ça nous permet de faire des actions de communication. Je l'évoquais avec les clips de sensibilisation sur les chaînes de services publics et sur Groupe Canal et TF1, mais on n'a pas la force de frappe d'adresser les quelques millions de PME françaises, on n'a pas la force de frappe d'adresser directement les 65 millions de concitoyens français, mais on y travaille. Parce que je vous disais, voilà, d'autres ministères et d'autres entités privées vont rejoindre d'ici la fin de l'année notre dispositif. Merci beaucoup Jérôme Notin. Je vais passer la parole à François Monboisse. Donc Jérôme le disait, vous êtes membre fondateur du GIP. Est-ce que vous pourriez revenir sur les actions de la FEVAD, votre perspective sur les menaces ayant trait à la cybersécurité, sur le e-commerce, et puis aussi pourquoi est-ce que vous avez rejoint ce collectif et quel est votre rôle en son sein? D'accord. Je vais peut-être dire un mot d'abord de la FEVAD. Donc c'est la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. C'est la fédération historique en fait de la vente par correspondance qui est née en 1957. Donc aujourd'hui, on a 3 types de membres. On a des membres qui étaient là dans la vente à distance avant Internet, Redoute, Yves Rocher, les gros. Il y en a ceux qui ont survécu, je dirais, et qui s'en sont bien sortis, parce qu'il y en a qui n'ont pas survécu. On a les chaînes de magasins qui ouvrent sur Internet, donc Fnac.com, Carrefour.fr, etc., qui viennent au e-commerce et qui sont là pour la partie commerce à distance. Et puis, on a des pure players ou des marques, par exemple, on a Nespresso, on a McDonald's, enfin toutes les sociétés qui vendent à distance et qui sont là pour une problématique de vente à distance. Donc la vente à distance, c'était l'an dernier à peu près 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9% du commerce de détail, jusqu'au mois de mars. Il y a eu le Covid. Le Covid, il y a eu d'abord une phase de sidération où les gens n'achetaient rien. Et puis peu à peu, avec la plupart des magasins fermés, beaucoup de gens sont venus à la vente à distance sur des produits où ils n'avaient pas l'habitude de venir, ont découvert la praticité de la vente à distance, ce qui fait que depuis la fin du confinement, il y a eu une accélération énorme de la vente de produits. On a gagné à peu près 2 à 3 ans de développement en 2 à 3 mois de confinement, avec en parallèle un écroulement de ce qui est service, parce que les services sur Internet, c'est le tourisme, les billets d'hôtel, les billets d'avion, donc tout ça évidemment c'est en chute, pas sur Internet, mais c'est en chute globale. Et donc, on a un e-commerce qui croît avec les chaînes de magasins qui développent beaucoup plus qu'avant leur partie Internet et avec des commerçants de quartier qui se mettent aussi à Internet. Les restaurateurs, pendant le confinement et encore maintenant, font des plats emportés pour avoir un peu de chiffre d'affaires malgré des risques de fermeture. Donc, soit en direct, soit souvent en interconnectant leur système avec des Deliveroo ou d'autres systèmes de livraison. Dans les villes, souvent les managers de centre-ville, vous savez, c'est les personnes des conseils municipaux qui aident à regrouper les commerçants, à dynamiser le commerce, aident les commerçants à se regrouper pour pouvoir proposer une offre de livraison. On a fait une enquête avec Médiamétrie, c'est quelque chose que veulent les gens. Les gens veulent à 70% que leurs petits commerçants de quartier puissent les livrer. Avec le Covid, en fait, il y a une augmentation de la demande des gens de se faire livrer par des commerçants en qui ils ont confiance. Donc là aussi, il y a des développements dans les villes ou dans les quartiers de sites avec interconnexion avec des sites. Et donc, vous voyez le lien avec la sécurité, c'est que arrivent sur Internet des gens dont ce n'est pas du tout le métier d'aller sur Internet, qui ne savent pas faire. Un commerçant qui fait une carte courte et qui s'occupe déjà de la logistique, de fabriquer des plats, de les faire livrer, etc. La cybersécurité, franchement, ce n'est pas son sujet. Ce n'est pas le sujet qu'il a en premier. Donc c'est d'autant plus important, à mon avis, en ce moment, de recommuniquer sur les règles simples sur Internet, sachant que pour les commerçants, la priorité, c'est de rassurer le consommateur. Donc là, on va s'assurer aux commerçants avec des choses simples, des règles simples. Enfin, on est des entreprises comme les autres, l'e-commerce, donc on a les mêmes enjeux de sécurité que la plupart des autres entreprises. On avait fait un livre blanc il y a 3-4 ans. On disait qu'un des plus gros dangers, c'est ce qu'il y a dans beaucoup d'entreprises, le post-it sur la salle informatique avec les codes écrits. Et puis, comme il y a des stagiaires qui passent, on oublie de changer les codes, etc. C'est un des plus gros risques
la non-renouvellement des codes secrets, des codes faciles à craquer, etc. C'est ce genre de choses qu'il faut rappeler. Donc la période est bonne. Nous, on va amplifier tout ce qu'on peut sur notre site internet et en travaillant avec vous. Mais ça nous semble un enjeu extrêmement important de sécurité au global. Et... Toujours très discret. Bonjour. Et quelle a été la contribution de la FEVAD dans le programme de formation qui est lancé aujourd'hui ? Nous, on apporte notre base de membres et de sites marchands et on va relayer auprès de ces marchands l'intérêt pour eux de participer à cette formation. On apportera notre concours si nécessaire, bien sûr, pour les modules de formation, mais surtout, on va diffuser et insister auprès de nos membres sur l'intérêt de participer là. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'il y a le RGPD. Le RGPD impose à un site marchand qui a eu une faille de sécurité de le communiquer à ses clients. Donc c'est d'autant plus important pour les sites marchands de ne pas avoir de faille de sécurité parce que sinon ils sont pénalisés 2 fois, il faut qu'ils réparent le souci et en plus ils risquent de perdre leurs clients. Merci beaucoup François. Donc il y a Guillaume Poupard qui nous a rejoint, président du conseil d'administration du groupement. On parlait du collectif et de l'approche partenariale qui est à l'œuvre à travers ce projet. En quoi est-ce que c'est important de faire écosystème pour lutter contre les menaces liées à la cybersécurité ? Donc d'abord, je vous prie de m'excuser pour mon retard. En général, quand je suis en retard, ce qui est souvent le cas, je laisse planer un mystère sur des contraintes opérationnelles et tout ça. Mais là, en plus, c'était vrai aujourd'hui, exceptionnellement. La question qui nous intéresse, c'est vraiment celle de la, j'allais dire formation. Formation, c'est le terme probablement trop fort. Simplement, le fait de connaître les bases de sensibilisation, ce que finalement tout un chacun devrait avoir comme bagage élémentaire pour comprendre les questions de sécurité numérique qui nous intéressent. C'est pas une critique, ce serait trop facile de critiquer, mais le constat que l'on fait au quotidien, c'est que la grande majorité des personnes n'ont pas ce bagage minimum. Et une fois encore, c'est pas de la critique, c'est juste qu'on est sur quelque chose de très nouveau, qui est allé extrêmement vite, et où tout le côté noir, sécurité, c'est pas ce qu'on a envie de voir en premier dans le développement numérique, nous-mêmes, hein, à l'ANSSI c'est le cas. Mais il faut impérativement rattraper ce niveau minimum pour simplement limiter les mauvaises décisions, limiter les mauvaises réactions en cas de problème, pour éviter des choses qui pourraient être évitées, justement. Donc le fait d'être sensibilisé pour tout un chacun, et notamment pour les patrons de PME, de TPE, ça ne va pas empêcher les attaques, ça ne va pas empêcher les problèmes dans leur globalité, mais ça va énormément limiter le risque et les conséquences pour eux. Et ce qui a finalement, quand on fait le bilan de tout ce qu'il y aurait à faire, ce qui a le meilleur rapport coût-bénéfice, c'est probablement ces questions de formation et de sensibilisation. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut le faire. Il faut le faire, donc il faut le faire un petit peu à tous les niveaux. On travaille extrêmement bien en ce moment avec des gens qui ne sont pas loin d'ici, du côté de l'éducation nationale, parce que ça commence par nos enfants, à un âge où c'est probablement plus facile pour eux d'apprendre ces choses-là, en même temps qu'ils doivent apprendre le numérique. Mais il y a un rattrapage à faire. Et s'il y a un sujet qui est un sujet vraiment d'intérêt commun, qui doit être transpartisan, tout ce que vous voulez, c'est vraiment ce sujet de la formation, parce que je ne vois pas trop qui aurait intérêt à s'y opposer. Et ça, c'est exactement l'état d'esprit de ce que l'on fait depuis le départ au sein du GIP-ASIMA. C'est de se dire, voilà, il y a des sujets de sécurité nationale, il y a des sujets économiques, il y a des sujets de souveraineté parfois. Voilà. Mais ce n'est pas ça dont je parle. Il y a surtout des sujets d'intérêt général, où on veut s'adresser à nos concitoyens, où on veut s'adresser à des gens qui ne vont pas devenir des experts du numérique ou de la sécurité numérique. Et pourtant, on a besoin de mettre ensemble nos forces. Et donc, quand je dis ensemble, voilà, on fait tous partie de cette force, et il y en a probablement d'autres dans la salle, pour porter un intérêt commun, un intérêt général. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, mais c'est vraiment ça le fondement du GIP, le fondement de ce qu'on développe depuis l'origine, depuis 2017. 2013, ouais, 2013 si tu veux. Et avec cette idée de dire, voilà, on est sur un sujet transpartisan et c'est important que ce ne soit pas l'État tout seul, ou que ce ne soit pas le privé tout seul, mais que ce soit vraiment tous les partenaires qui ont envie d'avancer dans ce sens-là, qui nous rejoignent et qui permettent d'unir leurs forces pour porter un message qui est d'autant plus fort que c'est un message qui est transpartisan.
Donc c'est ce qu'on fait. Et on doit le faire par des initiatives concrètes, parce que c'est pas tout d'avoir la volonté de le faire, mais ça se fait par des supports, ça se fait par cette volonté de diffuser. Et moi, mon rêve, quelque part, c'est que, au-delà de l'énergie, de l'impulsion, des moyens mis en place au sein du GIP, qu'il y ait un effet de démultiplication, parce que toute la difficulté... On voit bien quand on veut protéger, je sais pas moi, les opérateurs d'importance vitale, il y en a 200 et quelques, c'est beaucoup, mais en même temps on peut en faire on peut les passer en revue. Là, on veut protéger un peu tout le monde en même temps, donc ça ne pourra fonctionner que si la matière qui est mise à disposition, elle peut trouver une sorte d'écho et qu'elle est reprise par d'autres et ainsi de suite. Donc je remercie tous les partenaires qui participent à ça, chacun dans son domaine, chacun dans ce qu'il sait faire, et je les remercie pour faire ça un peu au nom de l'intérêt général, l'intérêt général n'étant d'ailleurs pas incompatible de l'intérêt personnel, on n'est pas naïf, et c'est très très bien comme ça, fondamentalement. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, mais mon message c'est regardez ce qui est fait par Cybermalveillance, demandez-vous à quel point vous ne pouvez pas porter ce message au-delà et vous faire vous-même les relais pour avoir cet effet de démultiplication qui permettra de toucher la multitude. Merci beaucoup. Le message est passé. Vous parliez d'initiatives concrètes. Et justement, il y a un premier module de formation qui sera proposé en ligne juste après la conférence et vous pouvez retrouver tous les détails des prochaines formations en tapant g.co/cybersécurité sans accent. Avant de passer la parole au public pour d'éventuelles questions, Sébastien, est-ce que tu voudrais dire un mot de conclusion ? Non, mais merci. Tout a été dit. Je pense que peut-être le dernier élément dont on a envie de parler, c'est ce sujet d'urgence. Enfin, comme vous le parlez, il y a un sujet de rattrapage. Quand il a fallu apprendre l'anglais à l'école, on l'a fait peu à peu et les générations finissent par tous apprendre l'anglais. On voit que sur ces sujets-là, de formation sur les outils d'Internet, c'est arrivé très rapidement. Chez nos aînés, pour un certain nombre de PME. Et donc, il y a un sujet de rattrapage sur des millions d'entreprises, d'individus qui n'ont pas les codes dont vous parliez. Donc, je pense que c'est vraiment cette dernière note de voir cette urgence. On nous dit que 2/3 des PME encore ne pensent que cet enjeu de cybersécurité n'est pas une priorité, qu'on peut le remettre à l'année prochaine. Et donc, collectivement, on essaye le plus rapidement possible de remettre à niveau sur ces principes de base avec ces formations concrètes le maximum de PME. En tout cas, c'est ce qui nous anime et on est très très heureux de faire partie de ce groupe. Merci beaucoup à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public ? Non. Alors, il y a une question en ligne, peut-être pour François Monboisse, et puis les autres réagiront. La question est la suivante. Quels sont les bons réflexes en termes de cybersécurité pour un commerçant qui souhaite se lancer en ligne ? Il y a beaucoup de choses. Ça La dépend formation en 30 secondes. C'est d'aller sur l'adresse que vous allez rappeler à la fin et puis regarder comment faire. C'est déjà d'être conscient qu'il y a un sujet. Souvent, le problème, comme j'ai dit, il y a un commerçant qui veut se lancer en ligne aujourd'hui en 2020. C'est vraiment pas dans le haut de sa pile de s'occuper de cybersécurité. Alors il y a des choses simples à savoir dès le début, donc effectivement, allez voir la formation pour avoir des règles simples de choses à faire, à ne pas faire. Il va pas tout faire bien d'un coup, mais au moins il y aura des principes qui seront clairs dans sa tête. C'est des sujets très compliqués qui sont simplifiés par les formations dont on parle. Donc je pense que c'est ça le conseil. Ouais. Et je pense un des enjeux, ce qu'on entend le plus souvent dans les ateliers numériques, et peut-être notre part de responsabilité sur ces sujets, de simplifier et de sortir des mots digital et cyber. À la fin, l'enjeu est le même depuis des milliers d'années, c'est se faire piquer son passeport, sa carte d'identité, son identité et se faire passer pour quelqu'un d'autre, puisque c'est de ça dont on parle. Quelqu'un qui dit « envoyez-moi votre mot de passe », se fait passer pour vous, et ensuite le début de toute la malveillance dont on parle. Mais je pense de réexpliquer à toutes ces TPE, PME avec lesquelles on travaille au quotidien, que c'est de ça dont on s'agit, protéger son identité, donc protéger son mot de passe, ne le donner à personne, et puis peu à peu les accompagner. Merci beaucoup. Moi, j'ai peut-être une petite question. Est-ce que la menace cyber a évolué en termes de format à la faveur de la crise ? Et est-ce que le besoin de formation se fait aujourd'hui beaucoup plus pressant ? Je peux dire un mot. Je vais répondre à côté. Comme toujours, les plus agiles, c'est les attaquants.
On en parle souvent avec Jérôme. On est toujours épaté de l'adaptabilité, de la finesse, de l'intelligence de ces attaquants qui sont de vrais escrocs, au bon ou mauvais sens du terme, je ne sais pas comment il faut le dire, mais qui s'adaptent immédiatement. Donc la crise sanitaire, ça a été pour eux immédiatement, on les a vus, et Jérôme complétera, on les a vus pivoter immédiatement et prendre l'image du Covid, les arnaques, les masques, les vaccins et tout ça, immédiatement, en l'espace de quelques heures. On a vu toutes les adresses possibles et imaginables se faire réserver par on ne sait pas trop qui, voilà, en prévision de faire des choses ensuite. Donc je ne peux pas dire qu'il y ait plus de menaces liées à la crise, simplement la menace, en tout cas telle qu'elle peut être perçue par nos concitoyens ou par les petites structures, les PME, les TPE, elle s'est immédiatement transformée. Est-ce qu'il y en a plus ? Je ne suis pas certain qu'il y ait eu 10 fois plus d'attaquants ou d'escrocs pendant cette période-là. Simplement, ils se sont adaptés. Et de même, ils continueront à s'adapter extrêmement vite en fonction de l'actualité, en fonction de ce qui stresse nos concitoyens, en fonction de ce qui les intéresse. Et ça, voilà, c'est là où la formation est importante, parce que le fait de se dire, quand je reçois un mail le mail avec des fautes d'orthographe sur des sujets qui ne m'intéressent pas et tout ça, bon, on commence, et encore, il faut quand même le rappeler, mais enfin, on commence à avoir des gens qui se disent, c'est quand même bizarre ce truc-là. Mais même des trucs, justement, si c'est plutôt bien fait, s'il n'y a plus de fautes d'orthographe, ça peut également être une menace. Donc, on veut former des paranos, mais des paranos qui soient bien dans leur tête. C'est-à-dire des gens qui aient ce doute, une saine paranoïa, pour se dire, attention, est-ce que je vais peut-être vérifier, ça a peut-être un sens. Bon. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et évidemment, les périodes de crise, il y a le danger de rajouter du stress au stress. Parce que parler de sujets anxiogènes comme la cyber en ce moment, moi je le vis avec mes autorités politiques, qui ont tendance à me répondre, tu sais, des sujets anxiogènes, c'est bon, enfin, on a fait le plein. Mais en même temps, c'est peut-être l'occasion de faire un peu un tout et de dire, voilà, la sécurité, c'est une sorte de continuum. Et votre propre sécurité, il y a la sécurité sanitaire, lavez-vous les mains et tout ça, mais faites également à votre hygiène numérique. Merci beaucoup. À moins qu'il y ait d'autres questions de la salle. Oui. Bonjour, Baptiste Orbert. J'ai une question alors, qui s'adresse pour, je pense, concernant l'éducation, notamment auprès des plus jeunes. On parlait d'hygiène numérique, de support de formation. Est-ce que vous avez des partenariats qui sont prévus avec l'éducation nationale, que ce soit notamment auprès des collégiens, auprès des lycéens, puisqu'aujourd'hui on parle certes des chefs d'entreprise, on parle des employés qui reçoivent des mails plus ou moins bien faits, mais comme vous avez dit, c'est un continuum. Les jeunes d'aujourd'hui seront les chefs d'entreprise de demain. Est-ce qu'il y a des partenariats, des associations ? Est-ce que rentrer par exemple ce type de formation dans le programme de l'éducation nationale ne serait pas une possibilité ? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là ? Alors ça, il y a des bonnes nouvelles. Et ça c'est, je commençais à en désespérer. La bonne nouvelle, c'est que ça fait partie des programmes scolaires. La mauvaise nouvelle, c'est que ça ne suffit pas, évidemment. Mais ça fait partie des programmes scolaires. Et donc, cette année, en seconde, les élèves, ils vont faire un petit peu de sécurité numérique. Je ne sais plus quel est le nom, parce que moi je suis un vieux, mais ils vont en faire un petit peu. Donc ça fait partie des programmes, première chose. Deuxième chose, il y a la volonté qui est du contenu, parce que c'est pas tout de mettre ça dans les programmes, il faut que les enseignants ils soient un peu formés. Et sachent quoi promouvoir, et aient les outils pour le faire. Donc on travaille notamment avec un autre GLP d'ailleurs, qui s'appelle PIX, qui travaille énormément là-dessus, qui fait un boulot super de manière globale, et qui a tout à fait compris que ces questions de sécurité numérique, de numérique en général, faisaient partie de leur périmètre. Donc je suis hyper enthousiaste. Il faut voir évidemment, parce que c'est que le début, mais il y a une vraie volonté, et quand on en parle avec les enseignants, il y a plein de gens passionnés en plus. Alors, ils sont nombreux et tout ça, mais sur le lot, il y a plein de gens passionnés qui sont tout à fait, au contraire, frustrés et volontaires pour porter ça. Donc ça, voilà, je suis enfin optimiste. On se serait vu il y a 2 ans, dans le même format, j'aurais eu un discours très négatif. Là, c'est exactement l'inverse. En plus, c'est suivi au niveau du ministère. Enfin, on y était encore... c'était en mardi. Mardi soir. Mardi soir. Donc c'est vraiment quelque chose de très actuel. Il y a cette volonté, enfin, de prendre en compte ces questions-là, pour former les enfants, alors plutôt seconde première, c'est ça le niveau qui est identifié en ce moment. Avant c'est un peu tôt, après c'est un peu tard, mais voilà, là on a un vrai créneau qui est intéressant. Et puis au-delà des enfants, former les professeurs, former les parents d'élèves. Enfin on sait que par les enfants on peut également toucher des communautés beaucoup plus larges. Donc ça c'est extrêmement positif.
Et puis du coup, je reste pas à une anecdote totalement égocentrique, mais ma fille qui rentre en seconde, le premier cours de techno, leur prof leur a parlé de cyber et de l'ANSSI. Donc elle était très surprise, évidemment. Elle a vaguement fait le lien. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. C'est qu'il y a une vraie volonté, je pense, dans la communauté enseignante de porter ces sujets-là aussi. Donc on peut se permettre d'être optimiste, enfin. Merci beaucoup. Eh ben, un grand merci à vous quatre. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci.